La réponse c'est oui. L'admission en réanimation, c'est un tournant. Alors, il y a dans la maladie BPCO des virages, des tournants, et puis de temps en temps, une sortie de route. C'est ça qu'on va voir. Le BPCO, à l'heure actuelle, c'est la 5e cause de mortalité dans les pays industrialisés. Bientôt, ce sera la 3e cause, parce que... en fait, toutes les maladies dans le monde ont tendance à diminuer. Les maladies infectieuses, ça diminue. Les maladies cardiovasculaires, ça diminue. Le BPCO, ça augmente. Parce qu'il y a dans le monde de plus en plus de fumeurs, même si en France, ça commence un petit peu à diminuer. Donc, une maladie hyper fréquente et hyper pas connue, puisque dans la population générale, le mot BPCO, on ne connaît pas. Et puis... peut-être que vous ne connaissez pas non plus exactement cette maladie. Et donc, on va parler beaucoup de cette maladie-là maintenant. Une maladie fréquente, en particulier le tabac. Bonne nouvelle pour les fumeurs depuis lundi dernier. Bonne nouvelle, j'ai dit. Mais oui, parce qu'il y a plus de fumeurs qui vont arrêter de fumer. C'est donc une bonne nouvelle. Le journaliste dit mauvaise nouvelle pour les fumeurs. Non, bonne nouvelle pour les fumeurs. Puisque la mesure qui diminue la quantité de tabac fumé, c'est le prix. Ceux qui sont particulièrement exposés à l'heure actuelle, c'est les jeunes et les femmes. Alors, il y a un truc, c'est que pour parler de BPCO, le O, c'est obstructif, et obstructif, c'est une définition qu'on appelle fonctionnelle. Fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il faut être passé aux explorations fonctionnelles respiratoires pour parler de BPCO. S'il n'y a pas les EFR, et il n'y a pas la BPCO. Et donc, il faut aller aux EFR, et aux EFR, on va faire un VEMS. Alors, le VEMS, c'est le maximum de volume qu'on peut sortir en 1 seconde. Donc, démonstration. Il y a 3 volumes importants qu'il faut retenir. Il y a le volume maximum qu'on peut avoir dans le thorax, le plus grand volume. Chez moi, c'est à peu près 6 litres. 6 litres d'air, ouais. On regarde, oui, c'est vrai, 6 litres d'air. 6 litres d'air, et je peux les vider, mais je ne vais pas les vider en 1 seconde, parce que ça va me prendre au moins, vous allez compter. Pour sortir toute cette quantité d'air, j'ai pris à peu près 5 ou 6 secondes. Mais dans la première seconde, j'ai été capable, moi, d'en sortir à peu près 80%. Donc j'en ai sorti 4,5 litres. Ça, c'est mon VEMS. Non, c'est pas mon VEMS, c'est le plus grand volume que j'ai pu sortir. Et après, il m'en restait quand même 1,5 litres. Et celui-là, j'ai jamais pu le sortir. C'est ce qu'on appelle le volume résiduel. On aurait pu appeler le volume minimum, on l'a appelé volume résiduel. Et donc, moi, j'ai à peu près... sur mes 4,5 litres, j'ai été capable d'en sortir 80%. Ça veut dire que j'ai ce qu'on appelle le VEMS sur la capacité vitale à 80%. Et donc ça va. Si on a moins de 0,7, à ce moment-là, on a un trouble ventilatoire obstructif. Bon, il faut faire ça après les aérosols, mais voilà. Alors... comment on obtient ce trouble ventilatoire obstructif? D'abord, on perd tous 30 millilitres par an de VEMS, mais après, si on fume, alors là, on va en perdre un peu plus. Bon, dans les fumeurs, il y a 2 catégories. Il y a les lucky, il leur arrive à peu près rien, et les unlucky. Et un fumeur a une chance sur 2 d'être dans une ou 2 des catégories. C'est-à-dire qu'il y a un fumeur sur 2 qui va mourir à cause du tabac. Et donc, si vous êtes unlucky, vous perdez 100 millilitres par an. Au bout de 10 ans, vous avez perdu 1 litre. Au bout de 30 ans, vous avez perdu 3 litres. Et quand vous aviez, comme moi, 3,5 litres au départ, 30 ans après, il vous reste que 1 litre ou 500 millilitres de VEMS. Et là, vous rentrez dans un stade déjà franchement plus compliqué. C'est quoi le stade d'après? Après BPCO, c'est quand on devient insuffisant respiratoire chronique. Et pour parler d'insuffisance respiratoire chronique, il faut faire un gaz du sang. Et donc, s'il y a une anomalie de base sur la gazométrie artérielle, c'est-à-dire qu'il y a une PO2 qui est basse ou bien une PCO2 qui est élevée, à ce moment-là, on bascule encore dans le stade d'après qui s'appelle insuffisance respiratoire chronique. Good? Bon. Dans les EFR, il y a quand même un truc, c'est comme on a du mal à expirer,
parce que les résistances sont élevées, eh ben, on a tendance à respirer à ce qu'on appelle un haut volume pulmonaire. Et donc le patient, il est... Hop, et là, à partir de là, une fois qu'il est distendu, c'est à partir de ce moment-là où il va commencer à inspirer. Donc il respire à très haut volume pulmonaire pendant longtemps. Et au lieu d'avoir 6 litres comme moi de capacité pulmonaire totale, il y a un moment où il peut se retrouver avec jusqu'à 9 litres de capacité pulmonaire totale, parfois même plus. Alors où est-ce qu'ils sont passés les 3 litres de plus, parce que moi j'ai gonflé à fond? Eh ben, leur thorax va changer de conformation, ils vont devenir distendus mais de façon chronique, avec au lieu d'avoir un diamètre antéro-postérieur plus petit qu'un diamètre latéral, eh ben, ça devient plus grand, le thorax devient en tonneau, et donc ce sont les malades qui sont distendus. Et le plus on est distendu, le plus on va mourir. Alors, tout le monde perd du VEMS, les fumeurs en perdent plus. Bonne chance, heureusement, et c'est encourageant, si vous arrêtez de fumer, vous arrêtez de perdre plus, mais vous récupérez jamais. C'est pas comme l'alcool, par exemple. Quand on fait une hépatite alcoolique, là, on peut récupérer. Là, le tabac, on récupère pas. Tout ce qu'on a perdu, on l'a perdu. Alors, avec le VEMS, on peut classifier et dire, voilà, le VEMS qui est très bas, donc t'es très grave. Donc, c'est un BPCO très grave. Si c'est très grave, tu vas beaucoup mourir. Mais en fait, le VEMS tout seul, c'est insuffisant comme critère pronostic. Par exemple, là, tout à l'heure, on a dit le fait d'être distendu. Eh ben, les patients qui sont distendus, ça c'est en haut, eh bien, meurent. Non, raté. Les patients qui sont distendus, ils sont là, meurent plus que les patients qui ne sont pas distendus. Alors donc, on a vu que pour définir un BPCO, il y avait ces critères fonctionnels, le haut, le syndrome obstructif, mais dans la définition officielle, on a rajouté d'autres éléments. Le fait qu'on considère maintenant que c'est une maladie générale, parce qu'il y a une inflammation qui n'est pas uniquement dans le poumon, mais qui est considérée comme étant plus générale. Et un autre mot-clé qui est apparu, qui est le mot comorbidité. Alors c'est quoi une comorbidité? C'est que, en plus d'avoir une BPCO, eh ben, on a autre chose. C'est quoi la comorbidité numéro 1 chez le malade BPCO? Le diabète. Non, parce que le diabète, c'est à peu près 15%. Là, je parle d'une comorbidité qui serait aux alentours de 30%. Alors, fort, parce que j'entends rien d'ici. L'alcool, non, l'alcool c'est plutôt sympathique. C'est vrai qu'on a l'impression que les patients tabagiques sont souvent des alcoolo-tabagiques. En fait, c'est vrai qu'ils consomment un peu plus d'alcool que la population normale, enfin normale, n'ayant pas de BPCO. Mais tous les BPCO ne sont pas des alcoolo-tabagiques. Il n'y en a que à peu près 15%. Donc quand même 85% de patients BPCO qui ne sont pas alcoolo-tabagiques. Oui. Hypertension, c'est fréquent, effectivement, et ça contribue à ma première comorbidité, qui est un truc qui est vraiment associé. Pardon. L'âge. Alors l'âge, c'est pas une comorbidité là, parce que là c'est une donnée de base, là on n'y peut rien. L'obésité, ça c'est intéressant parce que les patients BPCO vont plus mourir quand ils sont maigres. C'est-à-dire quand ils commencent à maigrir, et ça c'est une donnée qui est extrêmement importante et que vous avez, vous, noté à l'admission, quand les patients commencent à maigrir, s'ils ont 3 kilos de moins qu'il y a 6 mois et 5 kilos de moins qu'il y a 1 an, eh ben, ça veut dire qu'ils sont sur la pente descendante. Alors que avoir un tout petit peu d'embonpoint, un tout petit peu j'ai dit, hein, c'est-à-dire un indice de masse corporelle, mettons, allez, 29, comme ça va encore. Après, s'ils sont obèses, là effectivement, ça peut être un problème. Obésité et BPCO, oui, ça existe, mais c'est pas ça ma comorbidité numéro 1. Oui, haut et fort. L'insuffisance cardiaque, bravo, bingo, c'est ça. C'est essentiellement à cause de la cardiopathie ischémique, hein, parce que, et tout ça, c'est à cause du tabac. Donc on considère qu'il y a à peu près 30% des patients BPCO qui ont comme une comorbidité cardiaque. Et c'est pour ça que vous voyez vos réanimateurs rapidement aller faire une échographie aux patients pour voir s'il y a une dysfonction ventriculaire gauche.
Une autre comorbidité importante, c'est liée au tabac aussi. C'est toute personne qui fume a un. Ah, vous savez pas? Ah si. Toute personne qui fume a un cancer, sauf s'il en a pas. Hein. Non, mais on dirait que je vous apprends un truc là. Le tabac, c'est quand même... Ça a tué 100 millions de personnes au XXe siècle. Ça va en tuer 1 milliard au XXIe siècle. Hein. Ça tue plus que les guerres, tout ça. Hein. Et les plus gros enfoirés de la Terre, c'est l'industrie pharmaceutique. Vous savez pas? Non, pas pharmaceutique. L'industrie du tabac. Hein. Bon. J'avance. Du coup, une donnée qui est importante, pour savoir si les malades vont mourir ou pas, on va regarder le VEMS, on va regarder leur poids, je vous l'ai dit, et puis on va regarder leur capacité à l'exercice. Un malade qui n'est pas capable de marcher 150 mètres pour aller jusqu'à la boulangerie en moins de 6 minutes, eh bien, c'est un malade dont le pronostic est moins bon. Un autre élément important, c'est la dyspnée. Rapidement, ce sont des patients qui, de base, ont une dyspnée qui apparaît à l'effort. Le plus elle est importante, le plus le risque de décès est important. Et quand on a une dyspnée tout le temps comme ça, on est dans une situation où le mot-clé on a un... Non, pas un cancer. Oui, un cancer, d'accord, mais non. On a ce qu'on appelle un handicap respiratoire. Et le meilleur traitement pour la dyspnée, en dehors de l'arrêt du tabac, merci de l'avoir dit, c'est donner les bronchodilatateurs. Parce que le bronchodilatateur, il a comme effet de diminuer la distension. Et quand on diminue la distension, les muscles travaillent mieux et l'essoufflement est moindre. Donc du coup, il y a des indices comme ça qui prennent plusieurs éléments et qui permettent de prédire est-ce que ou non le patient est plus grave. L'anémie a aussi une valeur pronostique. Donc nos patients BPCO meurent de causes cardiaques, de cancer, mais aussi de causes respiratoires. Une autre comorbidité qui est fréquente et qui est peu recherchée et qui pourtant est compliquée, vous l'avez vu? Oui. La dépression. Alors en France, on est plus déprimé que la moyenne des pays européens, c'est vrai, mais c'est de l'ordre chez les non-fumeurs de 7%. Quand les patients BPCO de base, c'est plutôt aux alentours de 26%. Donc il y a un patient sur 4 qui a des signes de dépression. Et ça, c'est un problème puisque quand on a une dépression, la mortalité est plus importante. Donc il faut non seulement la dépister et puis la prendre en charge. Alors tout ça fait que c'est quand même une maladie un petit peu difficile à vivre et il y a un impact au quotidien avec une répercussion sur l'activité sportive. Par exemple, là, vous voyez en bleu, 41% des personnes qui disent que, oh là là, sa maladie impacte beaucoup les activités sportives. Et puis, vous rajoutez après les 19% qui disent que oui, ça un petit peu. Donc, ça fait quand même 60% de difficultés pour le sport. Mais les activités sociales, c'est quasiment 40% des patients. C'est dur de dormir. La sex life, ben oui, mais c'est important. Et pourtant, ça fait pas partie de l'interrogatoire des médecins, hein, donc ça, c'est pas bien, ça. Les activités familiales. Alors, là, on est toujours dans le chronique. Quel est le traitement, hein, ou la prise en charge dont le niveau de preuve est élevé, un truc qui marche pour faire en sorte que ces patients qui étaient un peu déprimés chez eux aille mieux? C'est quoi le traitement? Pardon? Là, la psychothérapie, c'est bien, mais ça va être une partie, parce que le patient, il est chez lui, il est tout seul, il a du mal à marcher 150 mètres, il est un petit peu dénutré, alors il va voir le psychologue, il va lui dire ouais. Bon, prise en charge psy, oui, c'est important, mais tout seul, ça va pas le faire. Ensuite, la kiné, oui, ça c'est important. Quel kiné vous parlez?
La kiné respiratoire pour désencombrer, oui, mais il y a aussi une autre kinésithérapie qui est importante, qui est la kinésithérapie motrice, parce que c'est les patients qui bougent pas beaucoup. Et donc en fait, vous allez me dire ça, vous allez me dire qu'il faudra qu'il arrête de fumer, qu'il mange mieux, qu'il refasse un peu d'exercice et qu'il se remuscle. Et tout ça, ça s'appelle un stage de réhabilitation respiratoire. Et ça, c'est des périodes de 3, 4, 5 semaines pendant lesquelles il y a une prise en charge qui est multiprofessionnelle avec le kiné, mais aussi le pneumologue, le psychiatre, tout le monde. Et puis quand on s'y met tous ensemble, eh ben, ça transforme complètement la vie des patients. Donc, réhabilitation respiratoire, vous en entendrez parler. Bon voilà, le gros problème c'est quoi chez le malade BPCO? Le problème, là, le truc sur lequel il faudrait arriver à prévenir, le truc qui lui pourrit la vie au quotidien, mais pas au quotidien, mais quand même assez régulièrement, tout le temps. Le tabac, je veux dire, il fume comme ça, il trouve que c'est sympa. Hein. Moi, je suis ancien fumeur, c'était sympa à cette époque-là. Hein. Non, ça plombe pas. Non, le truc qui plombe, c'est quand les signes cliniques que l'on a s'aggravent. C'est quand on a plus de mal à respirer, on tousse plus, on crache plus, et quand on crache, ça devient sale. Et ça porte un nom, ça. C'est l'exacerbation. Okay, et donc c'est un malade qui a de base peut-être une bronchite chronique. Bronchite chronique, c'est quand on tousse et on crache de façon chronique. Mais là, c'est comme s'il faisait une bronchite aiguë. Hein. Donc ça, on appelle ça une exacerbation. Et les exacerbations, c'est le gros problème des malades BPCO. Si on arrivait à trouver un médicament qui prévient les exacerbations, eh ben, c'est bingo pour les malades, pour l'industrie, pour tout le monde. Alors les exacerbations, les malades font des exacerbations chez eux, et ne voient même pas le médecin. C'est-à-dire ils toussent un peu plus, ils crachent un peu plus, puis après, hop, ça s'améliore un peu, et ils n'ont même pas vu le médecin. La majorité des exacerbations sont prises en charge en ville. Et là, les patients reçoivent trop d'antibiotiques et trop de corticoïdes. Et d'emblée, on peut caractériser deux types de patients BPCO. Ceux qui sont exacerbateurs fréquents, c'est-à-dire qu'ils en font plus que 2 à 3 fois par an, versus ceux qui en font rarement. Quand vous êtes exacerbateur fréquent, à ce moment-là, votre pronostic est moins bon. Il faut dire que pour une exacerbation, on met 3, 4, 5, 6 semaines avant de récupérer. Et quand vous en faites 6 par an, des moments où vous êtes bien, il n'y en a que 3-4 mois. Évidemment, le plus les exacerbations sont importantes, le plus les malades meurent, ça c'est sûr. Ça impacte la qualité de vie. Les patients qui font des exacerbations sont plus fatigués, ils manquent d'énergie, ils sont déprimés, anxieux, confinés, panique, angry. Angry, c'est quand on est en colère, et guilty, ils se sentent même un peu coupables. Donc il y a ces exacerbations-là, c'est le gros problème. Alors, les exacerbations, en majorité, c'est en ville. Parfois, c'est à l'hôpital. Quand c'est à l'hôpital, c'est en majorité aux urgences et après, retour à la maison. Mais il y a un certain nombre de malades qui viennent en réanimation. Les hospitalisations et le décès correspondent il y a des variations saisonnières, en particulier dans les périodes d'épidémie de grippe. Donc ces patients-là doivent être vaccinés. Et quand les malades viennent à l'hôpital, eh bien, ça coûte extrêmement cher. Et vous voyez que là, les coûts de la maladie BPCO, c'est pour 64% lié à l'hôpital. Le reste, c'est les médicaments, la prise en charge extra-hospitalière et puis l'oxygénothérapie qui coûte très cher. Et à l'hôpital, qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est l'AREA. Les grandes barres, là, voilà, ça c'est l'AREA. Donc l'AREA, ça coûte extrêmement cher. Et comment on fait pour diminuer les coûts d'hospitalisation en REA? C'est quoi le truc qui a révolutionné la prise en charge du malade BPCO en REA et qui fait, c'est quoi? La VNI. Très bien. Et donc, monsieur, je vous demande, depuis quand on sait que la VNI, ça marche franchement bien chez les malades BPCO? Ça marche bien parce que ça diminue la dyspnée, parce que ça diminue la fréquence respiratoire,
Parce que ça diminue la PCO2 et ça augmente le pH. Parce que ça diminue le nombre de malades qui vont être intubés. Ça diminue la mortalité. Ça diminue les infections nosocomiales. Ça diminue le temps d'hospitalisation. Et si ça diminue le temps d'hospitalisation, ça diminue le coût également. Il faut dire qu'être en réanimation, c'est pas quelque chose de très drôle. Et le moins longtemps on y est, le mieux c'est. Et donc ces données-là, on le sait, mais depuis longtemps, puisque voilà, le premier papier sur la VNI, c'est 1965, et il avait comparé dans le service, ils avaient 50% de mortalité avant de faire la VNI, et puis en 62 et en 63, ils faisaient la VNI. Ah oui, ben, ça tombe bien parce que c'est presque fini. Ouais. C'est important de discuter. Voilà. Donc, la VNI, c'est bien, mais attention, le souvenir qu'on peut en avoir, il est faible. Et donc, quel est l'impact maintenant d'être venu à l'hôpital? Il faut considérer que ce sont les malades insuffisants respiratoires chroniques. Eh bien, c'est grave. C'est des malades qui sont graves, puisque à 1 an, ils vont mourir à 40%, et à 2 ans, il y aura quasiment 50% de patients qui seront morts. Vous êtes admis, mais rapidement, vous êtes réadmis. La question est, est-ce qu'on peut prévoir, au moment où le malade arrive en réa, sur quels critères je peux dire, oui, ce malade va mourir dans les 6 mois ou pas? Et finalement, il y a des données qui sont assez claires, qui est le fait d'avoir été, par exemple, transféré d'un service de pneumologie dans lequel on est depuis déjà quelques jours, ça, c'est pas très très bon. Quand il y a un arrêt cardiaque, un Glasgow-Bat, tout ça, ok. Mais il est moins clair sur le fait que, par exemple, le malade a une comorbidité, vous voyez le malade là en aigu, vous savez que de base, par rapport à ceux qui ne l'ont pas, c'est moins bien, mais en réanimation, il n'est pas si sûr que le fait d'avoir une comorbidité, de l'oxygène longue durée, ou d'avoir un IMC, finalement, ça change quelque chose pour le séjour spécifique là en réanimation. Encore deux autres notions, et puis après je m'arrête. Vous savez qu'il y a des critères pour savoir si la mort est belle ou pas. Et un des critères importants, c'est de pouvoir choisir l'endroit où on veut mourir. Et donc là, il y a eu une étude dans laquelle on demandait aux patients BPCO où est-ce que vous avez envie de mourir. Et donc il y avait 34% qui disent j'aimerais bien mourir plutôt chez moi. Et la réalité, c'est que ces malades-là ne sont pas morts chez eux, mais sont morts plutôt à l'hôpital et en réa. Et donc ça, il faut qu'on réfléchisse à ça, parce que la mort du malade BPCO en réa, c'est quand même quelque chose d'un petit peu dur. Et l'autre chose, c'est que les malades en ont marre d'aller à l'hôpital et d'aller en réanimation, et sont preneurs de soins à domicile. Et donc il y a des équipes, en particulier dans les pays nordiques, mais aussi en Italie, où il y a eu une intervention faite par un médecin, mais pas forcément. Ça pouvait aussi être une infirmière qui va au domicile, évaluer le patient, faire la prise de sang et revenir. Et tous les jours, il y a une visite à domicile faite par un infirmier. Et ça permet de diminuer le nombre de patients qui vont être hospitalisés. Et puis les patients, eux, sont plutôt contents d'avoir été pris en charge à domicile. Donc attendez-vous à voir peut-être dans les années à venir des équipes mobiles dont vous ferez partie, puisque vous serez formés à la réanimation, pour aller non seulement prévenir les hospitalisations, mais également faire sortir les malades plus rapidement des services. Voilà. Donc en conclusion, le tabac, j'en ai parlé. Attention, quand vous évaluez un patient ayant une BPCO, c'est pas que le VEMS. Le concept de handicap, de réhabilitation, comorbidité, les exacerbations, j'ai dit, la VNI avec conviction et douceur, et puis peut-être à l'avenir un peu plus de prise en charge à domicile. Je vous remercie.